permis de connaître et de participer à la francophonie ontarienne, de collaborer avec plusieurs organismes, dont l'AFO. Alors, même si je suis à distance pour l'instant, j'espère un jour revenir en Ontario plus tôt que tard et entre-temps, je reste vraiment très investie et à l'affût de ce qui se passe dans vos communautés. Alors, c'est vraiment un honneur de pouvoir présenter dans le cadre des formations de l'AFO. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu comprendre donc c'est quoi l'utilité de l'objectif SMART, d'où ça vient exactement ou pourquoi on s'oriente de plus en plus vers cette façon de comprendre et de concevoir les projets, définir ce que c'est un objectif SMART. On va avoir un exercice, donc en petits groupes, on va avoir la chance de créer des objectifs SMART. Et une période de questions, je vais vous orienter vers quelques sources d'informations additionnelles. Donc, ça se veut une activité, utile, interactive, alors n'hésitez pas à poser des questions. Je vais, malheureusement, je ne vois pas tout le monde, OK, là, j'ai changé un peu ma formule, fait que n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions dans le chat. Je peux peut-être demander au personnel de l'AFO aussi de me laisser savoir si jamais il y a des questions qui apparaissent dans le chat. Hem, alors sur ce, ben, je voulais commencer voir, vous demander en levant la main, qui, d'entre vous avait déjà entendu parler des objectifs SMART? Vous pouvez utiliser la fonction lever la main ou la lever, sur l'écran, hein. OK. OK, fait qu'on a peut-être un peu moins que la moitié. Alors, ben, super. C'est super pour les personnes qui sont déjà familières avec l'objectif SMART. J'espère que ça va être une bonne opportunité de réviser, peut-être d'approfondir un peu vos connaissances. Et pour celles qui ne connaissent pas les objectifs SMART, ben, j'espère que ça va être une belle découverte pour vous aujourd'hui. Alors, ben, je voulais commencer. Je pense que c'est intéressant de mettre ça un petit peu en contexte. Comme vous allez voir, l'objectif SMART est vraiment une façon de traduire nos activités de façon, entre autres, quantitative, de façon très spécifique. Puis, de plus en plus, les bailleurs de fonds nous demandent de s'organiser autour des objectifs SMART, parfois même de soumettre des demandes de financement qui sont vraiment structurés comme des objectifs SMART. Puis pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans le milieu communautaire depuis plusieurs années, peut-être même plusieurs décennies, on a vraiment vu un changement qui s'opère, je dirais, sur les dernières années où de plus en plus, on nous demande de rendre des comptes de façon très précise, de fournir des chiffres, de vraiment justifier, expliquer ce qu'on fait. Puis ça sort pas vraiment de nulle part, mais en fait, c'est au niveau, par exemple, du Conseil du Trésor, donc au niveau, fédéral. Maintenant, l'évaluation des résultats est devenue obligatoire pour tous les projets qui sont financés par le gouvernement fédéral. Alors, encore une fois, chaque département, que ce soit, par exemple, Hem, la santé publique, Santé Canada, je travaille beaucoup en santé, donc c'est des contextes que je connais bien, mais aussi le département du patrimoine. Donc, chaque département fédéral va quand même avoir des attentes, des demandes différentes, mais de plus en plus, on s'oriente vers cette idée du mesure du rendement. Donc, on doit démontrer, comment l'argent qui nous est, offert comme organisme, est utilisé pour vraiment faire une différence, faire un impact. On demande aussi de plus en plus à ce qu'on s'appuie sur des données probantes, sur la recherche pour justement justifier notre existence comme organisme, ce qu'on fait comme organisme et encore une fois de justifier aussi, le financement qu'on reçoit en démontrant que ça a un impact sur ce qu'on fait. J'espère que j'ai un bébé là qui pleure dans l'arrière-plan. J'espère que ce n'est pas trop bruyant. C'est un des défis du travail à la maison.
Alors, ça vous donne un peu une idée un peu du contexte, mais de plus en plus, on s'en va dans cette direction de mesure du rendement, d'évaluation, de démontrer l'impact. Donc, c'est probablement des mots que vous entendez de plus en plus dans vos conversations avec vos bailleurs de fonds, dans vos demandes aussi, dans les attentes des bailleurs de fonds. Alors, l'Objectif SMART là-dedans qu'on va regarder ensemble, c'est vraiment un outil très pertinent dans ce contexte pour à la fois comprendre, décrire et développer les programmes et les services que vous offrez de manière très pertinente et ciblée. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez comme réinventer ce que vous faites, c'est plutôt une façon d'expliquer, de démontrer ce que vous faites. Puis, c'est vraiment un outil qui se prête certainement très bien aux demandes de financement, aux relations avec les bailleurs de fonds. Mais aussi, moi, je l'utilise vraiment beaucoup, cet outil, dans un peu tout ce que je fais. En faisant de la recherche aussi pour cette présentation, je voyais qu'il y avait beaucoup d'exemples. C'est même des outils qu'on peut utiliser dans sa vie personnelle, que ce soit au niveau des finances, se fixer des objectifs de santé, d'entraînement, tout ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de littérature ou de données aussi sur les objectifs SMART comme des objectifs qui peuvent être appliqués tant au niveau professionnel que personnel. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le contexte plus professionnel et les objectifs SMART pour les organismes communautaires spécifiquement. Donc, encore une fois, si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à lever la main ou les partager dans le chat. Mais alors, lançons-nous. Donc, c'est quoi exactement un objectif SMART? Donc, un objectif SMART, c'est, premièrement, SMART, c'est un acronyme. Donc, la lettre S, c'est pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable ou réaliste, et T pour temporellement défini. Donc, il y a les lettres équivalentes en anglais aussi. Je pense que c'est un acronyme qui a été développé en anglais initialement, mais qui a été traduit au français de façon quand même assez efficace. Oups, pardon. Alors, ici, je voulais commencer en vous donnant un exemple d'objectif SMART. Donc, c'est un exemple fictif avec un organisme que j'ai inventé, mais je pensais que ça serait utile pour un peu situer notre conversation, de commencer avec un exemple. Alors ça, c'est un exemple d'objectif SMART. Je vais vous le lire. Ensuite, on va le décortiquer. On va décortiquer les différentes lettres et on va y revenir. On va réviser l'objectif après cet exercice. Alors, donc, entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2027, Sudbury dans la rue embauchera et formera 20 pairs pour rejoindre 200 personnes sans domicile fixe qui vivent ou fréquentent le centre-ville de Sudbury, par le biais de 2000 interventions ou accompagnements individuels et 80 activités d'éducation populaire. Leurs connaissances, c'est-à-dire les connaissances des participantes, des méthodes pour prévenir les surdoses et la transmission du VIH, du VHC, le VHC étant le virus de l'hépatite C, auront augmenté d'au moins 30 après avoir participé aux activités d'éducation et aux interventions individuelles. Et au moins 20 des participantes recevront un accompagnement vers un service connexe leur permettant de diminuer la prise de risque. Alors, encore une fois, c'est un exemple fictif. Je suis allée puiser dans le domaine de la santé publique, qui est un domaine dans lequel je travaille beaucoup, mais on va avoir la chance de parler d'autres. Dans nos études de cas, on va se pencher sur d'autres questions, entre autres l'apprentissage du français et le contexte culturel. Mais ça, je pensais que c'était un bon exemple pour situer. Donc, ça, c'est un exemple d'objectif SMART. Alors, lançons-nous dans les lettres. Donc, bon, pourquoi c'est important d'avoir un objectif qui est spécifique? Donc, un objectif spécifique, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de définir très clairement tous les éléments du travail qu'on fait. Donc, par exemple, qui est impliqué? C'est possible que vous développiez des objectifs SMART, que votre organisme travaille indépendamment pour offrir ses services. Alors, à ce moment-là, vous allez nommer dans l'objectif SMART le nom de votre organisme. Dans certains cas, c'est possible que vous travailliez en collaboration. Donc, un organisme va faire un partenariat avec un autre organisme pour offrir une activité. Donc, dans ce cas-là, on va nommer les deux organismes dans l'objectif SMART. On va nommer l'alliance. Bref, on veut décrire qui est-ce qui fait ce travail-là, qui est-ce qui est responsable pour la réalisation de l'objectif.
Dans l'objectif, on veut aussi définir le ou les publics. Donc, qui est-ce qu'on veut rejoindre dans le cadre de nos activités. Pour l'exemple que j'ai montré, donc, on voulait rejoindre spécifiquement les personnes qui habitent ou fréquentent le centre-ville de Sudbury et son sans domicile fixe. Alors, on a vraiment nommé la population de façon très spécifique. C'est possible que vous rejoigniez plusieurs auditoires au sein d'un même projet. Alors, c'est possible de développer plusieurs objectifs pour un même projet. Donc, par exemple, moi, je travaille avec certains organismes qui reçoivent du financement, un gros montant de financement et qui vont avoir 3 ou 4 objectifs au sein de cette même source de financement. Donc, je dirais qu'en général, ce n'est pas une règle d'or, mais en général, on va développer un objectif par auditoire. Par contre, si vous faites juste une activité qui vise à rejoindre différents auditoires, mais pour avoir les mêmes résultats, qui fait un peu le même travail pour tous les auditoires, à ce moment-là, c'est quand même possible de n'avoir qu'un objectif SMART. Mais je dirais qu'en général, on veut être vraiment très, très précis dans nos objectifs SMART, donc rien n'empêche de développer plusieurs objectifs au sein d'un même projet si vous avez différents auditoires et différents objectifs que vous voulez rejoindre aussi pour vos publics cibles. Vous voulez aussi décrire donc ce que vous allez réaliser, ce qu'on appelle un peu dans le langage des bailleurs de fonds, de la mesure du rendement, les extrants. Donc, les extrants, c'est qu'est-ce qu'on va faire exactement, qu'est-ce qu'on va réaliser, que ce soit les activités, les interventions, le nombre de publications que vous allez produire. Donc, chiffrer, expliquer les activités, comment vous allez réaliser et atteindre vos objectifs. Donc, c'est quoi les activités que vous allez faire, des événements que vous allez organiser, par exemple, dans le cadre de cette série de formations de l'AFO. L'objectif SMART pourrait être comme l'AFO entre l'année. L'AFO va rejoindre, mettons, 300 personnes via 10 formations. Donc, vraiment chiffrer le nombre d'activités que vous allez livrer. Être spécifique sur l'endroit aussi. Donc, si vous travaillez dans une ville, dans un village, dans un quartier spécifique, donc qui vous voulez rejoindre, où sont ces personnes que vous voulez rejoindre. Donc, encore une fois, on veut fournir le plus d'informations possible pour vraiment délimiter un peu qui on rejoint, comment et où dans le cadre de notre objectif. Et finalement, la durée de finance. Bien, en fait, la période de temps, donc quand. Et ça, on va y revenir quand on va discuter la lettre T, donc temporellement définie, mais on veut aussi définir la période de temps pendant laquelle l'objectif et les activités vont avoir lieu dans le but de réaliser l'objectif. Donc, comme vous voyez, on veut être vraiment très, très spécifique, très précis dans un court, en fait, un paragraphe. C'est vraiment pas très long, mais ça contient énormément d'informations, un objectif SMART. Mesurable. Alors, donc ça rejoint la question de l'évaluation, de la mesure du rendement. Donc, on veut s'assurer d'établir des cibles qui peuvent être mesurées. Donc, encore une fois, quand on fait de l'évaluation, on veut s'assurer de mesurer des choses qui sont réalistes, qui sont possibles à mesurer dans la période de temps aussi qu'on s'est fixé. Donc, excusez-moi. Alors, donc ici, il faut être réaliste. Donc, vraiment comprendre qu'est-ce que vous faites, puis comment pouvez-vous décortiquer votre mission, votre vision comme organisme en objectifs plus précis, plus tangibles. Par exemple, si c'est votre organisme veut rehausser la confiance ou la fierté identitaire des jeunes francophones. Ça, c'est une mission importante, mais est-ce que c'est mesurable? Ça va être difficile à mesurer parce que c'est très, très grand, c'est très vaste, c'est une belle mission, mais en termes de ce qui peut être mesuré, c'est important de peut-être décortiquer en éléments qui vont être plus faciles à mesurer ou trouver des questions qui vont vous permettre de partir, de répondre, de démontrer. Fait qu'un exemple, ça serait par exemple
plutôt, tu sais, quelles sont les façons qu'on peut mesurer justement une fierté identitaire par rapport son appartenance à la francophonie? Ça pourrait être, par exemple, de connaître et d'écouter de la musique en français. Alors, peut-être que ça pourrait être une mesure du rendement. Tu sais, on crée un projet pour permettre aux jeunes de se familiariser avec la musique francophone des communautés francophones de partout au Canada. Et une mesure, ça serait de voir avec les jeunes, dans le cadre du projet, est-ce qu'ils ont connu deux nouveaux artistes et est-ce que leur consommation de musique francophone a augmenté? Donc, est-ce qu'ils écoutent plus de musique francophone qu'ils écoutaient avant le projet? Donc, encore une fois, on peut s'imaginer qu'en écoutant plus de musique francophone, en consommant plus de médias francophones, ça va contribuer à rehausser leur fierté identitaire comme francophone. Mais encore une fois, ça devient des choses plus mesurables que dire ben, on va augmenter la fierté identitaire. On veut vraiment, encore une fois, identifier des cibles qui sont stratégiques, qui sont réalistes, oui, qui contribuent à la mission de votre organisme, mais qui sont mesurables. Donc, encore une fois, de décortiquer au sein de votre projet qu'est-ce que vous faites exactement? Pourquoi vous le faites? Et bien sûr, comment ça contribue à votre mission globale, mais quels sont les éléments plus pratico-pratiques que vous pouvez aller mesurer? Donc, en général, c'est aussi utile de penser à des objectifs à court terme. Donc, en général, pour les objectifs à court terme, ça va être entre 1 et 3 ans. Ou par exemple, si vous faites une activité, puis que vous mesurez l'impact de l'activité à la fin de l'activité, ça, c'est un objectif à court terme. À moyen terme, souvent, c'est pour les projets qui vont être un peu plus longs. Et à ce moment-là, c'est de voir est-ce que le fait d'avoir participé à une activité ou à des activités sur le long terme, va avoir un impact, un changement sur les personnes qui y ont participé. Alors, je voulais vous donner quelques exemples donc d'objectifs à court et à moyen terme qui sont plus mesurables que cette idée d'augmenter, rehausser la fierté identitaire dont je parlais. Alors, par exemple, des choses que vous pouvez mesurer à court terme, c'est des acquisitions de nouvelles connaissances, aptitudes ou façons de voir les choses. Donc, vous pouvez organiser un événement, peut-être faire un quiz avant et après et voir s'il y a un changement dans les résultats obtenus qui indique qu'effectivement, il y a une acquisition de nouvelles connaissances. Vous pouvez faire un formulaire, un quiz et demander à la fin, est-ce que ça a changé votre façon de voir les choses? Donc, bien sûr, il faut s'équiper d'outils qui vont permettre d'aller mesurer l'atteinte de ces objectifs-là, mais ça vous donne une idée de genre d'objectifs qu'on peut se fixer ou de cibles qu'on peut se fixer. Rencontre de nouvelles personnes, opportunités de réseautage, appréciation de la participation. Ça, c'est des objectifs à court terme qui sont plus faciles à mesurer que ces grandes visions que vos organismes ont sûrement. À moyen terme, on va vouloir, par exemple, voir des changements dans les attitudes ou les comportements, les changements dans la façon de se percevoir ou de percevoir sa communauté. Donc, avec l'exemple du projet pour aider les jeunes à connaître les musiques francophones du pays, par exemple, on pourrait après l'intervention, peut-être 6 mois plus tard, on peut recontacter les jeunes qui ont participé puis leur demander à ce moment-là, est-ce que ça a fait une différence dans votre vie? Est-ce que vous avez changé la façon que vous écoutez de la musique ou les sources où vous écoutez de la musique, par exemple? Donc, on pourrait aller voir justement si sur le plus long terme, ça a un impact, ces interventions. Bien sûr, on peut mesurer aussi sur le long terme, donc 10 ans plus tard, etc. Mais ça, c'est plus rare, c'est beaucoup plus difficile à faire parce qu'il faut comme maintenir le lien avec les gens sur une très longue période. Et souvent, le financement des organismes communautaires ne s'étend pas au-delà de, mettons, 6-7 ans. Donc, d'aller mesurer quelque chose après 10 ans, ce n'est pas très réaliste au fonctionnement des organismes communautaires et de leur financement. Donc, je vais peut-être prendre une petite pause ici, voir s'il y a des questions jusqu'à présent. Vous pouvez lever la main ou mettre dans le chat. OK. Alors, bon, on continue. N'hésitez pas à lever la main s'il y a quelque chose qui vous
chicotent ou que vous aimeriez avoir des petites clarifications au cours de route. Alors, M pour mesurable, donc se fixer des cibles, réalistes qui peuvent être mesurées. Hem, c'est un élément important de l'objectif SMART. A pour, atteignable. Donc, encore une fois, vous allez voir qu'il y a quand même, merci Jean-Paul, je vois, ah non, il y a une main levée. OK. Oui, Oui, Jean-Paul? je question rapide, Oui. au niveau de M mesurable, est-ce qu'on doit simplement se concentrer sur le quantitatif ou est-ce qu'il faut, combiner les 2, quantitatif et qualitatif au niveau de la mesure? C'est une bonne question. Vous pouvez, idéalement, je pen c'est sûr qu'on s'en va de plus en plus vers un mouvement qui est axé sur le quantitatif. Donc, de plus en plus, les bailleurs de fonds demandent des chiffres et veulent qu'on démontre de façon numérique l'impact qu'on a, que ce soit, par exemple, en, en pourcentage. Donc, on a vu un changement de connaissance d'un certain pourcentage. Et encore une fois, je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on travaille dans les choses qui sont plus abstraites, là. Fait que ça nécessite quand même un travail justement pour établir des cibles qui peuvent être mesurées. Idéalement, un objectif SMART va avoir un élément quantitatif, donc quelque chose qu'on peut mesurer. Mais certainement, le qualitatif est super important, puis je pense que ça aussi, hem, par exemple, on peut dire, ben, je pense que ça serait possible d'avoir un objectif qui dit donc, heu, la ouais, par exemple, revenons à notre exemple de musique, là, qu'en participant à cette activité, les jeunes vont avoir une plus grande appréciation de la musique francophone, qui serait comme un élément qualitatif qu'on pourrait aller démontrer en demandant justement aux jeunes, est-ce que suite à votre participation à ces activités, est-ce que vous avez une plus grande appréciation pour la musique francophone? Donc, encore une fois, on va vouloir démontrer une augmentation, une diminution. Si on n'est pas en mesure de fournir un chiffre, on peut juste mettre l'élément qualitatif. Mais je pense que, je dirais, c'est intéressant que vous mentionniez ça parce que c'est peut-être une des limitations à l'objectif SMART où de plus en plus on se concentre sur cette mesure du rendement aux dépens des éléments qualitatifs, des commentaires, tout ça. Puis ça, je pense que c'est super important de les prendre en considération, qu'il y a une place super importante pour le qualitatif. Donc, idéalement, dans vos outils que vous allez développer pour aller mesurer puis aller chercher l'information, les rétroactions que vous avez besoin pour démontrer l'atteinte de vos cibles, ça, ces outils-là vont contenir à la fois du quantitatif et du qualitatif, parce qu'on veut certainement ne pas exclure les commentaires des gens, leur appréciation, et cetera. Mais idéalement, un objectif SMART a quand même des chiffres, ou des mesures qui peuvent être démontrées. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, parfait, merci. OK. Mais je sais que c'est pas facile, puis je sais que des fois, c'est un peu difficile, voire des fois, c'est un peu frustrant là, d'avoir à comme quantifier ce qu'on fait, tu sais, justement, quand on travaille dans le milieu culturel, dans le milieu de l'éducation, même dans le milieu de la santé. Hem, fait que Ouais, fait qu'idéalement, on veut avoir notre objectif SMART, mais on veut mettre en place des mécanismes pour aller récolter des rétroactions, aller chercher des mesures, aller chercher de l'information qui combine à la fois le quantitatif et le qualitatif pour s'assurer qu'on valide nos chiffres avec les rétroactions des gens, puis avec leur perception, leur compréhension, pour s'assurer qu'effectivement, on offre un service qui fait du sens puis qui est pertinent. Atteignable. Donc, encore une fois, on veut fournir des extrants, des cibles précises. Donc, les extrants, je mentionnais, c'est les activités. Donc, le nombre de personnes à rejoindre. Donc, combien de personnes vous voulez rejoindre dans le cadre de votre projet, de votre financement, le nombre d'interventions, les activités, le nombre d'ateliers que vous allez offrir.
le nombre de vidéos de communication que vous allez partager, le nombre de pamphlets à imprimer, à distribuer, donc le nombre d'affiches. Donc, c'est vraiment, vous voyez, ça s'applique à toute une gamme de… Donc, peu importe le service ou le type d'activité que vous faites, c'est de mettre un peu des chiffres à ce que vous allez effectuer. Puis ça, c'est un exercice qui vaut la peine de se faire de façon, de prendre un peu le temps de le faire. Donc, pensez à la durée du projet. Donc, qu'est-ce qui est réaliste à faire pendant, si vous avez 3 ans, si vous avez 5 ans, si vous avez juste une année, c'est sûr que les chiffres vont changer. Donc, pensez à la durée du projet. Puis, je pense que c'est important aussi de consulter pour définir les cibles. Alors, pensez à ce que vous avez fait auparavant. Si vous avez fait un projet similaire, ça peut aider à orienter justement la quantité d'activités que vous allez faire, le nombre de personnes que vous allez rejoindre. Donc, l'AFO, par exemple, au fur et à mesure d'offrir ces séries de formations, a une idée de combien de personnes participent en moyenne. Donc, mettons, pour l'année prochaine, on peut s'imaginer qu'en offrant 10 formations avec, mettons, 10 personnes en moyenne par formation, on peut s'attendre à rejoindre une centaine de participants. Puis encore une fois, je dis ça, mais ce n'est pas les chiffres réels de la foule, je ne les connais pas, c'est juste des exemples, mais ça vous donne un peu une idée de comment on conçoit justement des objectifs qui sont atteignables. Consultez vos collègues, donc vous voyez, par exemple, si un collègue a déjà fait un projet similaire, tu sais, combien de personnes t'avaient rejoint? Qu'est-ce que tu avais fait comme activité? Bien sûr, les personnes que vous rejoignez aussi sont des sources précieuses d'informations, connaissent bien leur communauté. Donc, par exemple, l'exemple que je donnais au centre-ville de Sudbury, les personnes sans domicile fixe, qu'est-ce qui est réaliste en termes de personnes qu'on pourrait rejoindre? Bien, vous pouvez aller demander aux personnes que vous servez, aux membres de la communauté, vous, selon vous, qu'est-ce qui est une cible réaliste? Les organismes avec lesquels vous travaillez, les gens qui connaissent le milieu que vous voulez rejoindre ou vous voulez agir. Donc, faites un peu de travail de consultation pour vous assurer que vous fixez des cibles qui sont atteignables. Vous pouvez encore une fois regarder vos rapports antérieurs, voir les activités ou les projets que vous avez faits auparavant, vos données internes, la littérature, vos partenaires, vos fournisseurs aussi. Par exemple, si vous faites une campagne de communication puis vous travaillez avec une boîte de consultants en communication, vous pouvez leur demander, tu sais, qu'est-ce qui est réaliste, vous qui connaissez bien, par exemple, les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut s'attendre à rejoindre, combien de personnes on peut s'attendre à rejoindre via Facebook, Instagram, etc. Donc, prenez le temps de faire un peu cette recherche pour vous assurer que vous avez des cibles atteignables. Puis, je dis ça parce que j'ai déjà fait l'erreur. En fait, j'avais travaillé sur un projet avec un organisme. C'était la première fois qu'on collaborait ensemble. Puis, on devait développer des objectifs SMART. Puis, il y a eu comme un malentendu. Je faisais la liaison avec le directeur de l'organisme et ensemble, on a développé les objectifs SMART, mais sans consulter les, euh, les personnes qui allaient faire les activités, donc les intervenants. Puis on avait fourni un chiffre qui était comme 10 fois plus haut que ce que les intervenantes faisaient réellement. Donc, encore une fois, c'est juste un petit exemple, fait qu'on a dû le changer, on a dû retourner au bailleur de fonds pour dire: ah, désolé, il y a eu un manque de communication, puis on n'a pas fourni un objectif qui était atteignable. Mais encore une fois, on aurait dû prendre le temps de vraiment parler aux personnes qui fournissaient les services, qui connaissaient bien ce qu'elles faisaient pour cibler ou pour mettre une cible qui était atteignable. Alors, un petit exemple, mais que des fois, ça vaut la peine de prendre le temps de faire un peu ce travail de recherche et s'assurer qu'on fournit des cibles qui vont effectivement être atteignables pendant la période de temps qu'on a pour réaliser l'objectif. Réalisable, ça rejoint un peu encore la question d'atteignable, mais là, on va aussi penser, qu'est-ce qui est réaliste avec les ressources disponibles, que ce soit les ressources financières, humaines, le temps qu'on a. Donc, par exemple, si on veut faire une activité multilingue ou bilingue, il faut prévoir plus de temps parce qu'on va devoir traduire, il faut prévoir plus de ressources parce qu'on va devoir interpréter, des choses comme ça. Donc s'assurer qu'on planifie bien
nos ressources, qu'on comprend bien nos ressources pour s'assurer que ce qu'on met de l'avant est réalisable avec les ressources qu'on a. En ce moment, on a une pénurie de ressources humaines un peu dans tous les domaines et à grande échelle. Donc ça, est-ce que ça affecte la réalisation de votre objectif? Peut-être. Peut-être que vous allez devoir prendre 2 mois avant de commencer vos activités pour embaucher les ressources humaines dont vous avez besoin. Alors ça va enlever 2 mois à la réalisation de vos activités. Donc, c'est des choses à prendre en considération quand vous développez votre objectif SMART. Encore une fois, prendre en compte les réalités des populations ciblées. Donc, par exemple, si on rejoint des jeunes en milieu secondaire, ben encore une fois, ce sont des jeunes personnes occupées. Vous allez devoir transiger avec l'école ou les parents pour réaliser les activités. Donc, encore une fois, ça va rajouter du temps. Donc, encore une fois, pensez à vos réalités de votre organisme, des personnes avec qui vous travaillez. Et bien sûr, envisager certains changements qui pourraient affecter le projet. Donc, relations avec les partenaires. Si c'est des nouveaux partenariats que vous créez pour un programme, vous laissez le temps, ça prend du temps de bâtir le lien, de bâtir la confiance. Dans certains cas, sur un projet de plusieurs années, on va peut-être vouloir prendre 6 mois pour bâtir la relation avec les partenaires avant d'amorcer les activités. Donc, s'assurer qu'on se laisse le temps un peu dans la façon qu'on conçoit les objectifs. Euh, donc, c'est ça. Changement au niveau du transport, encore une fois, et Jean-Paul, je vais vous revenir, là, je vois que vous avez levé la main. Donc, si par exemple, notre projet inclut des déplacements, on sait par exemple que les prix sont en hausse au niveau du pétrole, tous les déplacements sont plus chers maintenant. En fait, tous les coûts sont plus chers dans la vie. C'est sûr qu'on ne peut pas prévoir toutes ces choses-là, mais s'assurer qu'on laisse une marge de manœuvre, que ça va affecter, par exemple, si ça coûte 2 fois plus cher de faire venir les gens à notre activité, ben, ça veut dire qu'on va peut-être avoir 2 fois moins de personnes ou s'assurer qu'on considère un peu ce plus grand contexte quand on fixe quand on développe nos objectifs. Oui, Jean-Paul? Je voudrais un peu revenir sur la lettre, si je ne me trompe pas, A, atteignable. Oui. Ma question, c'est serait-il plus judicieux de fixer sa cible en termes de pourcentage, ratio ou en nombre? Parce que ça commence sur le projet, sur la plupart des projets sur lesquels je travaille, ça commence à être plus difficile de fixer des cibles précises, ciblées avec le nombre qu'en pourcentage ou en ratio, parce qu'en pourcentage et ratio, c'est un peu plus ajustable, c'est un peu plus, il y a quand même une marge de manœuvre, mais quand c'est au niveau du nombre, c'est très difficile d'atteindre une cible précise et fixée. Donc, je voulais juste avoir un petit conseil de votre part. Bien, certainement, je veux dire, ça dépend un peu du type de travail que vous faites, mais alors, ça serait par exemple de rejoindre un certain pourcentage d'une population, par exemple? Oui, oui, en quelque sorte. Oui, bien, certainement, je pense que ça serait, oui, c'est tout à fait, oui, c'est tout à fait acceptable, là. Dans le fond, c'est d'identifier des cibles qui sont pertinentes à votre travail, à ce que vous faites, puis que vous allez pouvoir démontrer, mais absolument, ça pourrait être comme un pourcentage de... Mettons, on prend un organisme ou un genre de collectif qui a un certain nombre de membres, mais le nombre de membres fluctue. Donc, une année, il va avoir 1 000 membres, l'autre année, il va avoir 2 000 membres. Effectivement, vous pourriez dire, par exemple, nous allons rejoindre 10% des membres de ce collectif-là, sans donner un chiffre précis, mais que vous voulez rejoindre un pourcentage, puis dépendamment de la fluctuation dans le nombre de membres, ça va vous indiquer si oui ou non vous avez atteint l'objectif. Mais effectivement, ça dépend un peu du travail que vous faites, ça dépend aussi de l'attente du bailleur de fonds, mais effectivement, dans certains cas, ça peut être tout à fait pertinent d'inclure, par exemple, un pourcentage ou un ratio, absolument, là. OK, parfait.
C'est ça. Donc, réalisable, encore une fois, on veut penser aux ressources qu'on a et au plus grand contexte, à la réalité de nos partenaires, de nos publics pour développer quelque chose qui peut se faire dans la période de temps qu'on a. C'est sûr qu'avec, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être envisagées. Par exemple, la COVID est un excellent exemple où euh, ça a été ça a complètement bouleversé le travail qui se faisait. Donc, les objectifs SMART ont dû être réorganisés, par exemple, ou c'est sûr que les cibles n'étaient pas toujours atteignables quand il y a eu des arrêts complets d'offres de services. Les organismes ont dû prendre du temps pour se réorganiser pour offrir des activités en ligne. Donc, c'est sûr que certaines choses, on ne peut pas prévoir. Et idéalement, les bailleurs de fonds comprennent aussi là, que ces choses arrivent, mais quand même, on peut s'imaginer, par exemple, que sur une période de 5 ans, il va y avoir une augmentation dans certains coûts. Donc, on le prend en compte soit dans notre budget, soit dans le travail qu'on fait, qu'on va peut-être réduire le nombre de personnes qu'on rejoint, par exemple, vu si on garde le même financement. Oui, Roger. Euh, Merci Sophie. J'ai une question pour toi par rapport à cet objectif. Est-ce qu'il faut d'abord élaborer un plan de gestion de risque avant de définir cet objectif SMART? Ben, c'est sûr que c'est un exercice intéressant. C'est sûr que la conception de l'objectif SMART, comme on voit, s'inscrit dans un plus grand processus qui va inclure l'élaboration d'un plan de travail, l'élaboration d'un plan d'évaluation, peut-être un plan d'évaluation et de gestion du risque, effectivement. Donc, c'est sûr que souvent, souvent, le bailleur de fonds nous demande de développer l'objectif SMART comme avant même d'avoir fait toutes ces autres choses-là. Et comme on le voit en discutant, il y a comme plein de choses à prendre en considération. Donc, idéalement, je ne pense pas qu'on ait nécessairement à faire un gros exercice super exhaustif de planification des risques, de gestion des risques. Et éventuellement, dans le cadre de notre projet, je pense que c'est utile à faire, mais souvent, l'objectif SMART est quelque chose qu'on demande très tôt dans le processus où on n'a pas nécessairement eu la chance de faire tous ces autres processus connexes. Mais je pense que l'important, c'est juste de prendre en considération ces éléments-là, quels sont les risques potentiels, comment on les prend en considération. Éventuellement, on va pouvoir développer un plan plus élaboré. Mais je pense que de connaître ces questions-là, de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui s'inscrit dans un plan de gestion du risque, ça peut nous aider à justement développer notre objectif SMART. Mais souvent, l'objectif SMART vient avant toutes ces autres choses-là. Idéalement, ça devrait se faire un peu tout en même temps pour vraiment développer un objectif qui est le plus réaliste possible, mais en pratique, souvent, on demande l'objectif SMART avant de passer à ces prochaines étapes. Mais je pense que de se familiariser avec l'idée du plan de travail, du plan d'évaluation, du plan de gestion du risque, etc., de voir un peu les ressources humaines qui vont être nécessaires, tout ça va vraiment nous aider à développer un objectif SMART qui est le plus réaliste possible. Je pense que c'est aussi important de mentionner que l'objectif SMART est un outil pour nous aider dans notre réflexion, dans la mesure des activités qu'on fait. C'est possible qu'on ne l'atteigne pas, l'objectif SMART, pour diverses raisons. Par exemple, dans le cas de la COVID, plusieurs organismes n'ont pas atteint les objectifs qui s'étaient visés. Puis, c'est correct, ça, même en dehors d'une situation exceptionnelle comme la COVID. Ça arrive qu'on n'atteigne pas nos objectifs pour telle et telle raison, mais à ce moment-là, et c'est correct et les bailleurs de fonds comprennent, mais à ce moment-là, ça nous donne aussi une façon d'expliquer pourquoi justement, si on n'avait pas de cible, puis si on disait, on va rejoindre peu importe le nombre de personnes, etc., on ne peut pas vraiment savoir si oui ou non ce qu'on fait fonctionne. Si on a une cible puis qu'on l'atteint, super, puis ça nous permet peut-être de voir, OK, ce qu'on fait fonctionne, puis si on a une cible, puis on ne l'atteint pas, encore une fois, c'est une bonne opportunité pour se demander pourquoi on ne l'a pas atteint, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment? Donc ça s'inscrit dans une genre de culture d'apprentissage, d'évaluation, où le but, je dirais pas, l'objectif SMART nous aide à comprendre le travail, à démontrer le travail qu'on fait,
Mais en bout de ligne, je ne dirais pas que l'objectif ultime, c'est de s'assurer qu'on doit réaliser l'objectif. Oui, on veut réaliser l'objectif, ce qu'on a dit qu'on allait faire, mais c'est correct aussi si on ne l'atteint pas, tant qu'on utilise ça comme opportunité d'apprentissage, puis ça va pouvoir orienter nos activités subséquentes. Surtout quand c'est la première fois qu'on développe un objectif SMART pour un type de projet, c'est fort possible qu'on développe des cibles ou des chiffres ou qu'on fournisse des informations qui ne sont pas tout à fait réalistes, mais au fur et à mesure qu'on avance, puis justement qu'on utilise ce cadre de référence-là pour comprendre ce qu'on fait bien, ce qu'on pourrait faire différemment pour se demander bien, pourquoi j'ai atteint cette cible, pourquoi je ne l'ai pas atteinte à ce moment-là. Ça nous aide à apprendre et éventuellement nos objectifs SMART vont devenir plus précis, plus réalistes et aussi on comprend, ça nous aide un peu à cadrer notre travail et à comprendre ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire différemment. Ce qui est, ultimement, je pense que ce que les organismes et les bailleurs de fonds veulent, c'est vraiment d'encourager cette culture d'apprentissage, de ne pas juste faire un peu des activités dans le vide mais de comprendre pourquoi on les fait, qu'est-ce qu'on veut réaliser, et est-ce qu'on peut faire les choses différemment en allant de l'avant pour s'assurer qu'on rejoint les personnes qu'on veut rejoindre de la façon la plus efficace. Est-ce que ça répond? Je suis partie sur une tangente, là, mais bref, oui. L'objectif SMART, idéalement, s'accompagne de l'élaboration d'une gamme d'autres outils. Ça ne peut pas toujours se faire au même moment. Donc, on fait notre possible pour prendre cela en considération quand on développe nos objectifs SMART, les risques, etc. Mais c'est possible qu'en bout de ligne, notre objectif SMART initial ne soit plus réaliste après 4 ans. Puis c'est correct, ça. Puis tant qu'on apprend, puis qu'on démontre et qu'on évolue, qu'on apprend. Donc, une très longue réponse, Roger, mais j'espère que ça répond à ta question. Oui, parfaitement. Merci. Et finalement, temps pour temporel, temporellement défini. Donc, ça, on en a parlé à plusieurs reprises, mais encore une fois, on va avoir une période de temps définie, que ce soit la période de temps qui est définie par le bailleur de fonds. Donc, parfois, le bailleur de fonds va offrir du financement pour 1 an, pour 3 ans, pour 5 ans. Donc, dépendamment de ce que vous proposez et du financement qui est disponible, ça va affecter la durée de l'objectif SMART. Si ce n'est pas une contrainte financière, à ce moment-là, ben, c'est quand même important de définir vos objectifs temporellement, d'avoir une période de temps. Par exemple, ça peut s'inscrire dans votre planification stratégique. Donc, si vous avez une planification stratégique sur 5 ans, certaines choses que vous voulez réaliser sur 5 ans, sur 3 ans, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ces périodes de temps-là pour définir vos objectifs. Encore une fois, c'est de voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui s'inscrit dans votre vision et vos activités comme organisme. Et encore une fois, ça va aider à fixer les cibles à court et à moyen terme. Donc, un projet d'1 an, c'est peut-être pas très réaliste d'avoir des objectifs à moyen terme, tandis que si on est dans 3-5 ans, à ce moment-là, on va avoir la chance de revenir, de reparler aux personnes avec qui qu'on a visé, les publics qu'on a rejoints dans nos activités. À ce moment-là, c'est possible d'aller chercher des données pour démontrer qu'il y a un impact un peu plus à long terme. Donc, encore une fois, vraiment cerner dans le temps pour s'assurer qu'on peut définir clairement qu'est-ce qui va aller dans l'objectif, justement. Et qu'on va avoir aussi des cibles ou des moments précis pour mesurer justement l'atteinte des objectifs. Si c'est un projet sur 1 an, on va peut-être vouloir aller voir à 3 mois, 6 mois et 1 an si on est en train de s'approcher de l'atteinte de notre objectif. Si c'est sur 5 ans, à ce moment-là, on peut espacer ce processus-là pour aller justement, on veut garder un œil sur nos objectifs SMART en tout temps, mais en termes d'aller vraiment faire le travail pour récolter les données, les analyser, pour voir justement comment on s'inscrit dans notre objectif SMART. Si c'est un objectif sur 5 ans, on peut espacer ça un peu plus.
Donc, pour en revenir à notre objectif initial, donc, encore une fois, ici, on voit que c'est clairement défini temporellement. Donc, on a une période de temps, le 1er avril 2023 et le 31 mars. Donc, on a clairement cerné quand est-ce que les activités vont se dérouler. Sudbury dans la rue, donc l'organisme fictif, on l'a nommé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va embaucher, former 20 pairs pour rejoindre 200 personnes sans domicile fixe. Donc, encore une fois, on établit des cibles très précises. On va vouloir faire 2000 interventions, 80 activités d'éducation populaire. On s'imagine que c'est réaliste. Si on rejoint 200 personnes, c'est à peu près 10 interventions par personne sur 5 ans, 80 activités. On peut s'imaginer que c'est réaliste pendant cette période de temps. Puis ensuite, on veut, à court terme, donc on va devoir créer des outils pour démontrer qu'en participant aux activités ou qu'en ayant ces interactions, les personnes vont changer, vont avoir un changement dans leurs connaissances. Et on va devoir développer des mécanismes pour mesurer ces changements-là. Donc, encore une fois, je donnais l'exemple, si j'avais posé des questions, par exemple, sur les objectifs SMART au début de cette formation, que je pose la même question à la fin de la formation, idéalement, il va y avoir un changement dans vos connaissances. Donc, vous allez avoir plus de réponses correctes à la fin de la formation. Puis, on pourrait comparer le pré et le post et mesurer, avoir un résultat numérique qui démontre justement le changement. Donc, on peut, encore une fois, ça, c'est toute la question du plan des outils d'évaluation, mais il existe des mécanismes où on peut aller justement chercher ces chiffres ou demander aux gens de s'évaluer aussi. Par exemple, je pourrais dire, après cette formation, est-ce que vous considérez que vos connaissances ont augmenté un peu, beaucoup, énormément? Puis on pourrait, à partir de ça, avoir un chiffre, un pourcentage pour aller démontrer justement le changement des connaissances. Et sur le moyen terme, donc, au moins 20 des participantes recevront un accompagnement vers un service connexe, leur permettant de diminuer la prise de risque. Donc, on veut s'assurer, on présume qu'en allant vers les ressources, les personnes vont être mieux équipées pour faire des changements dans leur vie qui vont leur permettre de diminuer leurs risques. Alors, voilà donc l'objectif SMART bien décortiqué. Alors, ce qui nous amène, je vais peut-être prendre un petit moment pour voir s'il y a des questions avant de passer à la prochaine étape où on va avoir la chance de faire des objectifs SMART nous-mêmes. OK. Fait que... Alors, prochaine étape, donc, on va avoir un exercice en petits groupes. Donc, on va former, je pense que ça va être deux petits groupes. On va vous envoyer dans des salles de discussion et on va vous fournir deux études de cas et vous inviter à donc développer des objectifs SMART pour ces études de cas. Alors, je vais vous montrer la première étude de cas, puis ensuite, on va les mettre dans le chat pour que vous ayez accès dans vos salles de discussion. Alors, étude de cas 1, votre organisme veut commencer à offrir des activités de jumelage entre les jeunes secondaires et les personnes aînées francophones de la région. Vous appliquez pour un financement auprès de votre gouvernement municipal qui pourrait couvrir un projet allant jusqu'à 5 ans. Développez un ou des objectifs SMART en lien avec ce projet. Donc, ça, c'est l'étude de cas numéro 1. L'étude de cas numéro 2, votre organisme veut développer une campagne dans les réseaux sociaux pour encourager les jeunes à lire des livres en français pendant la relâche de l'été. Vous appliquez pour du financement auprès d'une compagnie de télécommunications pour couvrir un projet d'1 an. L'affaire le bailleur de fonds, ça n'a pas trop rapport. Là. Mettons que vous appliquez TELUS un projet pour encourager les jeunes à lire. Donc, c'est dans le cadre de ce financement-là, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre en compte le fait que c'est une compagnie de télécommunications. C'est juste un exemple. Développer un ou des objectifs SMART en lien avec ce projet. Alors, on va vous mettre dans des petits sous-groupes. Vous pouvez peut-être prendre le temps de vous présenter, votre nom, votre organisme. Je vous ai fourni quelques informations dans
dans le cadre de ces 2 études de cas, mais vous allez voir, par exemple, qu'il n'y a pas d'emplacement, il n'y a pas... fait que vous pouvez aller inventer d'autres informations si vous voulez créer des organismes fictifs ou organiser vos propres... utiliser vos propres organismes, mais dans le fond, c'est ça, il va peut-être avoir des informations supplémentaires à aller... merci Ariane, je vois qu'Ariane nous quitte. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc, c'est ça, vous allez sûrement avoir à rajouter certaines informations. Alors, sur ça, on va vous mettre dans les sous-groupes, puis moi, je vais venir... bon, premièrement, j'ai arrêté mon partage d'écran. Ah, je vois qu'on a peut-être perdu une couple de personnes. Je sais que des fois, les exercices de groupe, les gens aiment moins ça et ils disparaissent. Alors, ben, je ne sais pas si on devrait quasiment faire juste un groupe. Lafou, qu'est-ce que vous en pensez si on... Oui, c'est ce que j'allais proposer, peut-être faire Ouais. un seul groupe et puis donc on va rester là et puis en discuter donc tout le groupe ensemble. OK, bon, ben faisons ça. Oui. Fait que oui, on a perdu quelques personnes. Je sais que des fois, les gens s'évadent lorsque vient le temps de faire un exercice en groupe. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre... ah, je vais juste fermer ma... Excusez-moi, là, je suis en train d'organiser quelque chose sur mon écran. Alors, je vais partager les études de cas. Fait qu'on peut peut-être commencer avec la première. Donc, alors, étude de cas, votre organisme a commencé à offrir des activités de jumelage entre les jeunes secondaires et les personnes aînées francophones de la région. Vous appliquez pour un financement auprès de votre gouvernement municipal qui pourrait couvrir un projet allant jusqu'à 5 ans. Développer un ou des objectifs SMART en lien avec ce projet. Alors, un petit rappel, l'objectif SMART doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors, est-ce qu'on a des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comme objectif ou qu'est-ce qu'on pourrait, des choses à prendre en considération? Je ne sais pas si ça intimide un peu le grand groupe. Est-ce qu'on est est-ce que vous préférez que je fasse l'exercice pour vous? J'essaie de voir. Est-ce que vous préférez qu'on aille dans les petits sous-groupes? Qu'est-ce qui serait plus confortable pour vous? Je pense pour ma part que peut-être qu'il serait mieux qu'on le fasse tous ensemble parce que OK. comme on ne semble pas être aussi avancé que ça lorsque c'est appliqué à un cas spécifique, il serait peut-être bien que on y aille ensemble en récoltant les idées en fonction des en fonction des différentes composantes de l'objectif et que, bon, voilà, on essaye d'avancer suivant cette démarche-là, en fait. Pour ma part, c'est ce que moi, je pense. Parfait, merci beaucoup, Mélinda. Alors, c'est super. Alors, restons en groupe, puis peut-être que je peux donc poser des questions pour aider à orienter la discussion. Alors, bon, on a mentionné, par exemple, que l'objectif doit être... Bon, est-ce que dans ce cas-ci, est-ce qu'on voudrait songer à faire plus qu'un objectif? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire exactement par le biais de cette activité? Premièrement, on veut rejoindre les jeunes secondaires, les personnes aînées francophones de la région.
on voit qu'il y a 2 publics. Est-ce qu'on veut réaliser les mêmes choses en impliquant ces 2 publics? Est-ce que l'impact de l'activité va être les mêmes pour les jeunes secondaires et les personnes aînées? Il y a la main de Melinda qui est levée. Peut-être lui donner la parole. Oui, merci. Merci, madame. C'est Melinda Chartrand. Je suis membre du CA de l'ARPO. Je suis sur la route sur le 401, donc je suis seulement ici pour écouter, pas m'activité de rentrer et vous partager des messages. Je juste viens d'embarquer sur le 401 vers Kingston, puis les camions sont nombreux. Donc, je suis ici pour l'écoute et je remercie pour votre engagement de l'ARPO pour coordonner cette formation. Merci. Donc, je vais vous quitter dans 5 minutes pour arrêter. OK, merci beaucoup, Mélinda. Merci d'avoir été des nôtres. En fait, je vois que peut-être que l'exercice que je peux faire, c'est en parler peut-être, ou je peux vous accompagner. Je peux peut-être vous démontrer comment moi j'utiliserais cette information-là pour développer un objectif SMART. Peut-être que ça serait un exercice plus utile. Je vois OK, une main qui se lève. Alors, bon, d'accord. Fait qu'ici, donc, on voit, fait qu'I'll walk you through it, comme on dit en anglais. Je vais vous parler un peu de moi, mon processus de réflexion. J'utiliserai cette étude de cas, comment je développerai un objectif SMART à partir de cette première étude de cas. Donc, premièrement, ici, on voit que le financement est au niveau municipal pour un projet allant jusqu'à 5 ans. Alors, encore une fois, ici, selon les critères du bailleur de fonds, ça va déterminer la longueur du projet, donc la longueur de temps, la période de temps qu'on a pour réaliser l'objectif SMART. Encore une fois, souvent, on peut présenter un projet qui va être, on dit jusqu'à 5 ans, donc ça n'a peut-être pas besoin d'être 5 ans, mais dans ce cas-ci, on a un financement qui est disponible pour 5 ans, alors allons-y pour 5 ans. Alors, dans le cadre de mon objectif, donc, la période de temps va être très clairement définie. Mettons, ça va commencer au 1er avril de cette année, donc 2023, et jusqu'à 31 mars 2028, donc suivons l'année financière. Donc ça va aller dans l'objectif SMART. On va clairement définir que ça va être du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Donc ça cible notre période de temps, l'élément T de l'objectif SMART, donc temporellement défini. Donc, on voit qu'on veut offrir des activités de jumelage entre les jeunes secondaires, les personnes aînées francophones de la région. Donc, ça présume, dépendamment du travail qu'on fait, c'est rare qu'un organisme rejoigne ces 2 auditoires. Ça arrive, ça dépend du type d'organisme, mais c'est possible qu'on ait à créer, par exemple, des partenariats avec des écoles du secondaire. Peut-être que ces partenariats existent déjà, mais c'est possible qu'on ait à créer de nouveaux partenariats avec des écoles qui vont nous permettre d'aller recruter, d'inviter des jeunes. Et peut-être qu'on a des personnes aînées déjà au sein de notre membriété. Peut-être qu'on va devoir faire la liaison avec d'autres organismes communautaires pour aller rejoindre les personnes aînées qui vont être intéressées à partager à ce projet-là. Alors, c'est ici que s'amorce tout ce processus de réflexion sur ce qui est réalisable. Donc, potentiellement, on va avoir des partenariats à créer avec d'autres organismes, avec des écoles secondaires. Ça peut prendre du temps. Donc, peut-être qu'on va se donner au moins 6 mois pour aller créer ces partenariats-là. Peut-être un peu plus longtemps, peut-être un peu moins. Encore penser que l'année scolaire aussi est d'une certaine période de temps. Fait que peut-être dans la première année, on va rejoindre moins de jeunes. Peut-être qu'on va même prendre la première année juste pour mettre en place tous nos partenariats, mettre en place le projet. Et c'est vraiment juste à l'année 2 qu'on va commencer à offrir les activités. Fait qu'à ce moment-là, on aurait 4 années pour offrir les activités. Donc ça va encore une fois limiter le nombre d'activités qu'on peut offrir.
Donc, encore une fois, on va peut-être commencer à penser à ça, peut-être avoir des discussions préliminaires avec nos partenaires, peut-être qu'on rejoint déjà ces clientèles-là. À ce moment-là, c'est plus facile de savoir combien de personnes on peut rejoindre. Mais mettons qu'on va avoir, sur ces 5 ans, on va avoir 4 années pour faire les activités. Encore une fois, parce qu'on s'est laissé du temps au début pour créer les partenariats. Alors, on peut s'imaginer que, mettons, sur une année scolaire, si on organise une activité par mois, en décembre, ça va être plus difficile parce qu'il y a le temps des fêtes. En juin, c'est la fin des classes. Fait que si on peut s'imaginer qu'on va organiser, mettons, 6 ou 7 activités par année scolaire. Donc, encore une fois, ça veut dire donc 4 fois 6 activités. Donc, encore une fois, on est en train, c'est un peu le processus de réflexion pour aller chercher nos cibles. Donc, mettons 6 fois 4, ça veut dire 24 activités qu'on va pouvoir réaliser. Et qu'est-ce qui est réaliste en termes de nombre de personnes qu'on va pouvoir rejoindre? Mettons, s'il y a 10 personnes qui se joignent aux activités, 5 jeunes, 5 personnes aînées, ça veut dire 240 personnes rejointes par le biais de 24 activités où il va y avoir 10 personnes à chaque activité. Donc, ça vous montre un peu le processus de réflexion. Donc, on a cette opportunité de financement. On commence à penser, bien, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour réaliser l'objectif, compte tenu du travail qu'on fait déjà, des réalités de nos partenaires, le fait qu'on travaille, par exemple, avec les jeunes en milieu scolaire, bien, dans ce contexte-ci, ça limite le temps qui est possible parce qu'en été, ça va être beaucoup plus difficile de rejoindre ces jeunes qui vont être en vacances, qui vont être dans des camps de jour, qui vont être partis avec leur famille, etc. Donc là, on a cerné le nombre d'activités, le nombre de personnes qu'on allait rejoindre. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact? Donc, on veut que les jeunes personnes parlent. Donc, peut-être qu'on va fixer des thèmes définis. Donc, peut-être que ça va être une opportunité pour les personnes aînées de partager comment c'était d'être une jeune personne francophone il y a 50 ans en Ontario, par exemple. Alors, l'idée, c'est de comme rehausser peut-être une connaissance historique des réalités de la francophonie ontarienne. Donc, peut-être que ça va être un des objectifs de l'activité. Donc, peut-être que ça peut s'inscrire dans un processus de connaissance historique. Donc, à ce moment-là, ça pourrait devenir un objectif. Donc, par le biais de leur participation à ces activités, les jeunes personnes vont augmenter leur connaissance de l'histoire de la francophonie ontarienne dans la région où on travaille. Donc, encore une fois, on n'a comme pas cerné la zone géographique. Donc, encore une fois, ça dépend où est situé l'organisme. Mais mettons, l'organisme travaille à Windsor. Bien, à ce moment-là, on va spécifier que c'est dans Windsor spécifiquement. Je vois qu'il y a une main levée de Oriol, alors je vous cède la parole. Oui, Sophie, en fait, je voulais poser une question, je m'excuse d'interrompre, c'est que ça rentre dans le fil, parce que la complexité, justement, moi, je l'identifie au moment où il faut établir un cadre de réflexion sur rien, en fait. Parce que comme dans la définition du nombre de jeunes ou de nombre d'aînés à intégrer dans les activités, sur quoi est-ce qu'on doit pouvoir reposer pour pouvoir être réaliste au niveau du nombre qu'on définit? Parce qu'en fait, là, on part de rien. Lorsqu'on est dans un cadre où il y a des antécédents, on peut s'en inspirer pour pouvoir définir une approche. Mais lorsqu'on part de rien, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour pouvoir rester euh, un peu réaliste dans les ambitions qu'on se fixe, euh, comme c'est le Oui, cas dans cet exemple qu'on a pris?
Oui, merci. Merci, Oriol. C'est une super bonne question. Ça rejoint un peu ce dont on parlait tantôt, que ça va nécessiter une certaine recherche, dans le fond, un exercice de réflexion. Et c'est sûr que si c'est un nouvel organisme, un nouveau projet, que vous avez très peu d'expérience, par exemple, à travailler avec ces communautés, par exemple, rejoindre les jeunes, vous n'avez jamais fait un projet auprès des jeunes secondaires, auprès des aînés, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est plus difficile d'aller chercher ces informations-là. Je vais peut-être revenir à la diapo. Je pense que ça va aider un peu encore à orienter, mais je suis contente ouais, que cet exercice nous permette justement de voir un peu cette complexité, mais ça va nécessiter justement un peu de recherche de votre part. Alors, laissez-moi revenir à la diapo atteignable. Donc, vous devriez voir, bon, c'est ça, A pour atteignable. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Puis comment on fait pour cibler ou mettre des chiffres qui sont réalistes dans un objectif, surtout quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait? Ben, à ce moment-là, je pense qu'il y a la possibilité de faire un peu de recherche. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de voir, ben, par exemple, de voir combien d'écoles secondaires francophones il y a dans votre communauté? S'il y a 4 écoles, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que toutes les écoles veulent participer? Pas nécessairement. On peut s'imaginer que, mettons, 2 écoles vont être disponibles pour participer. Ensuite, combien de jeunes fréquentent ces écoles-là? Donc, ça serait peut-être un élément à aller vérifier. Puis, à partir de ça, on peut s'imaginer. C'est sûr que si on travaille dans une communauté comme Toronto, où il va y avoir beaucoup plus d'écoles francophones, à ce moment-là, on peut s'imaginer qu'on va aller rejoindre plus de personnes. Mais si on travaille, par exemple, dans une petite communauté à Moonbeam, par exemple, où il y a, mettons, une école francophone, à ce moment-là, ça va limiter le nombre de participants. Donc, on va vouloir penser à ces éléments-là. Par exemple, si on fait des partenariats avec des écoles pour rejoindre les jeunes secondaires, combien d'écoles existent, de partenaires potentiels, combien de jeunes fréquentent les écoles. Et à ce moment-là, ça peut nous aider à fixer un chiffre. On peut aller voir justement qu'il y a comme 1000 étudiants qui sont au secondaire en français dans cette communauté. Donc, on peut viser, par exemple, on parlait d'un ratio, par exemple, on peut essayer de viser à rejoindre, mettons, 10% des jeunes étudiants au secondaire francophones. Donc, ça, c'est un peu des éléments qui nous permettent de faire un peu de recherche. Donc, on veut comprendre le contexte dans lequel on travaille, qu'est-ce qui est réaliste. C'est sûr que dans un village, dans une grande ville, les réalités vont être différentes. Si vous connaissez, donc, ça vaut la peine, encore une fois, idéalement, on veut, désolé, je vais revenir sur la diapo, mais idéalement, on veut créer aussi des projets qui répondent à un besoin. C'est sûr qu'on veut idéalement avoir des discussions avec des partenaires potentiels avant même de présenter le projet. Donc, idéalement, on veut quand même créé un lien, peut-être contacter les organismes secondaires, les écoles secondaires pour voir est-ce qu'il y a un intérêt pour ce type de projet-là. Puis à ce moment-là, vous pouvez leur demander aussi, vous rejoignez combien de personnes, quand vous organisez ce type d'activité, combien de personnes ont tendance à participer. Vous pouvez vous tourner vers des partenaires pour poser des partenaires potentiels pour poser des questions. Une autre source d'information qui peut être très utile, c'est d'aller consulter les rapports annuels aussi des organismes. Donc, par exemple, si on développe un projet qui rejoint les personnes aînées, on veut peut-être aller voir je pense que c'est le RAFSO, ou c'est quoi l'organisme qui rejoint les personnes aînées francophones de l'Ontario? Il y a un regroupement. C'est la Farfo. La Farfo, oui, c'est ça, la Farfo, merci. Donc, par exemple,
Une idée aussi, dans le cadre de ce projet-là, ça serait d'aller consulter la FARFO, qui a une bonne expertise en termes des besoins, des réalités des personnes aînées francophones. Donc, potentiellement, la FARFO pourrait être un partenaire potentiel. Si vous travaillez à Windsor, donc vous allez vouloir peut-être rejoindre les membres de Windsor de la FARFO, mais vous pouvez aller leur parler, vous pouvez aller consulter leur rapport annuel pour voir quelles sont les activités, combien de personnes ils ont rejoint dans le cadre de leurs activités. C'est encore des mécanismes qui permettent de comprendre un peu la réalité des personnes, des publics que vous visez, des organismes avec qui vous allez créer des partenariats, des gens qui vont vous permettre de réaliser vos activités. Donc, encore une fois, quand on part de rien, ou c'est la première fois qu'on fait ce type de projet, ça va être de faire un peu de recherche, de consultation, d'aller parler à des partenaires potentiels, de lire des données sur les populations. Parfois, on va aller consulter les données du recensement pour savoir, par exemple, combien de francophones habitent à Windsor. Puis déjà ça, s'il y en a 5 000 ou s'il y en a 100, je veux dire, ça change ce qui est réaliste en termes de cible. Donc, on a un petit peu de travail à faire. On peut aller faire un peu de recherche, consulter et aussi ensuite voir, vous, qu'est-ce qui est réaliste aussi. Est-ce que c'est possible, compte tenu de vos ressources humaines, des ressources qui vous sont disponibles? Est-ce que c'est possible même d'organiser 10 activités par année? Est-ce que c'est plus possible d'organiser 5 activités par année? Puis à ce moment-là, si c'est 5 activités, vous allez probablement rejoindre moins de personnes que si vous organisez 10 activités. Fait que c'est un peu, comme on parlait tantôt, il faut vraiment prendre différents éléments en considération, que ce soit le contexte des personnes que vous voulez rejoindre, des partenaires avec qui vous travaillez, mais aussi les réalités de vos ressources. Donc, des fois, c'est sûr qu'on veut faire des projets très ambitieux, demander des grosses sommes de financement, mais si vous n'avez pas les ressources humaines ou la capacité pour réaliser l'activité, à ce moment-là, peut-être le nombre d'activités visées, mais à ce moment-là, peut-être que vous demandez un peu moins de financement pour moins d'activités. Donc, c'est un peu un exercice de voir à la fois à l'externe pour les partenaires, pour les communautés que vous visez, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est pertinent, puis aussi pour vous comme organisme, qu'est-ce qui est réaliste selon les ressources qui vous sont disponibles. Est-ce que ça aide à clarifier un peu justement cette... Oui, non, c'est assez clair. OK. Merci beaucoup. Fait que ça nécessite un peu de recherche, mais qui est utile de toute façon, parce qu'encore une fois, on veut s'assurer. Je pense que c'est encore un bon exemple où ça démontre encore une fois la valeur de ce processus-là, parce qu'on veut s'assurer qu'on développe des projets qui sont pertinents, qui répondent à des besoins. Puis en développant des objectifs SMART, ça nous force justement à faire un peu cette recherche de terrain, approcher les partenaires, s'assurer que ce qu'on propose est réaliste et pertinent, parce qu'en bout de ligne, on veut développer vraiment des projets qui répondent à des besoins. Donc, en développant l'objectif SMART, en ayant à faire un peu ce processus de recherche, de se familiariser avec les auditoires, la communauté qu'on veut rejoindre, ça assure justement qu'on développe des projets qui soient pertinents. Ah, je vois le temps qui file. Mais est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres besoins de clarification? Puis Oriol, je pense aussi pour répondre pour clarifier aussi, comme je le mentionnais tantôt, c'est possible que vous n'atteigniez pas votre objectif SMART, c'est possible que vous ayez sous-estimé, que vous ayez surestimé vos cibles, et c'est correct ça aussi, c'est correct. Je pense que l'avantage de l'objectif SMART, c'est que ça nous encourage justement à penser de façon très stratégique, à structurer nos activités, à vraiment penser à ce qu'on fait, comment, qui on rejoint, comment on veut les rejoindre et pourquoi, puis d'organiser nos activités de cette façon-là. Mais c'est possible qu'on ne l'atteigne pas, l'objectif SMART, ou qu'on le dépasse, puis ce n'est pas la fin du monde. Ça nous aide un peu justement à comprendre, à cadrer un peu notre réflexion sur
qu'est-ce qu'on fait, comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Puis c'est certain que si vous répétez le projet, que vous réappliquez l'année suivante ou 5 ans après, ça va être beaucoup plus facile de développer des objectifs SMART parce que vous allez déjà avoir toutes les données que vous avez récoltées, fait que vous allez savoir beaucoup plus précisément, OK, dans ce cadre de ce type de projet-là, on sait qu'on peut faire ce nombre d'activités, qu'on peut rejoindre ce nombre de personnes. Mais je pense que l'objectif SMART est une façon de nous encourager à penser à comment on fait les choses, aux services qu'on offre, de les organiser de façon stratégique, mais il ne faut pas non plus rester prisonnier de nos objectifs SMART. C'est sûr qu'on se met de la pression, on veut les réaliser, mais des fois, ce n'est pas possible pour toute une gamme de raisons et où on a fixé un objectif qui n'était pas tout à fait réaliste. Puis c'est bien correct, ça aussi. Puis l'idée de l'objectif SMART, c'est que ça nous aide justement à orienter notre réflexion, qui on veut rejoindre, comment, qu'est-ce qu'on veut faire. Et si on n'atteint pas l'objectif, bien, si on atteint l'objectif, super, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on devrait répéter? Est-ce que ça peut s'appliquer dans d'autres projets, dans d'autres contextes aussi? Si on ne l'atteint pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Est-ce qu'on avait surestimé le nombre de personnes? Est-ce qu'on aurait dû se laisser plus de temps pour créer des partenariats avant de lancer nos projets, nos activités? Donc, ça aide un peu à orienter notre pensée de façon stratégique pour s'assurer que ce qu'on fait est le plus pertinent possible, puis pour nous donner des outils, justement, puis des balises pour mesurer l'impact de notre travail, pour s'assurer qu'on comprend ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire différemment. Fait que c'est pour ça que, pour en revenir un peu, je vais peut-être finir mon diaporama, mais encore une fois, excusez-moi, je juste... C'est vraiment, moi c'est sûr que je suis portée à développer des objectifs SMART dans le cadre de mon travail, mais je trouve que c'est vraiment un outil très, très, très intéressant, même quand on n'a pas nécessairement besoin de développer des objectifs SMART spécifiquement pour le bailleur de fonds. J'ai quand même tendance à aller vers ce modèle-là dans ma réflexion parce que aussi, ça me permet, comme évaluatrice, de savoir bien, qu'est-ce qu'on veut mesurer exactement, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Puis d'être plus stratégique dans ce qu'on met de l'avant, dans les objectifs qu'on se fixe, pour ensuite être capable d'aller mesurer, démontrer, évaluer ce qu'on fait. Fait que c'est vraiment une façon intéressante de penser à nos activités puis d'être vraiment très stratégique dans ce qu'on fait pour ensuite nous aider à mieux mesurer, à mieux démontrer l'impact de ce qu'on fait. Donc, sur ce, c'est ça. Ben, je suis contente d'avoir eu la chance de faire même l'exercice de réflexion sur l'objectif SMART parce que ça permet justement d'aller vous montrer un peu le processus de réflexion qui devrait s'accompagner dans le processus de développement de l'objectif SMART. Ici, il y avait quelques ressources additionnelles que je voulais vous partager. Puis encore une fois, il y a énormément d'informations sur les objectifs SMART au niveau personnel. Donc, si vous voulez vous fixer des cibles en termes de conditionnement physique ou des choses comme ça, c'est une autre façon aussi. Financier, d'ici 5 ans, j'aimerais avoir mis ce nombre, cette quantité d'argent de côté ou ce pourcentage de mon salaire pour éventuellement m'acheter une maison, peu importe. En tout cas, il y a différentes façons qu'on peut les utiliser, ces objectifs SMART. Alors, je vois qu'on arrive à la fin, fait que je vais peut-être en profiter pour vous remercier et partager mes coordonnées aussi si jamais vous avez des questions. Si vous êtes en train de travailler un projet puis que vous voulez prendre une heure avec moi pour qu'on parle justement un objectif SMART ou que je vous aide à développer des objectifs SMART, ça me ferait vraiment plaisir. Là, fait qu'hésitez pas si vous voulez prendre un rendez-vous là, pour me parler de ça ou pour avoir plus d'informations par rapport à vos projets spécifiquement, ça me ferait vraiment plaisir là, de vous accompagner là-dedans bénévolement. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Voici mes coordonnées.